élèves qui allaient passer les épreuves du baccalauréat. De nombreuses études révèlent une hausse de l'anxiété chez les 11-24 ans. Plusieurs causes possibles sont avancées. Conséquences de la crise de la Covid-19, éco-anxiété, rôle néfaste des réseaux sociaux, mais aussi effet de la réforme du lycée, comme le montre le rapport d'expertise de l'IGESR de juillet 2023. Je cite « Certaines caractéristiques de la réforme, angoisse liée au choix de spécialité, stress des évaluations constantes, procédure Parcoursup, sont génératrices d'un stress pouvant mener à une hausse de la phobie scolaire, amenant certains établissements à mettre en place des ateliers de gestion du stress. Cette approche de gestion de ce stress par ces ateliers fait même l'objet d'un savoir académique transmis dans les programmes de SVT en terminale spécialité. Je cite « Certaines pratiques non médicamenteuses sont aussi susceptibles de limiter les dérèglements et de favoriser la résilience du système. » Quels sont donc ces ateliers mis en place pour vous aider à gérer votre stress? En voici quelques-uns. Que ce soit dans les écoles, les collèges et lycées, mais aussi dans le supérieur, voire en formation pour les enseignants. Nous avons donc une offre institutionnelle multiple et séduisante pour favoriser le mieux-être des élèves. Chacun, chacune serait donc libre de trouver la pratique adéquate. Mais cette liberté repose sur notre capacité à évaluer correctement la validité de ces pratiques non médicamenteuses avant de décider quoi faire. Sur un spectre allant de la méfiance et du rejet à la confiance et la mise en pratique de ces techniques. Alors, sur quels critères faire son choix? Comment faire le tri parmi toutes ces pratiques? Question plus compliquée qu'il n'y paraît, car si ces pratiques utilisent souvent un discours s'appuyant sur du vocabulaire scientifique, cela n'en fait pas pour autant des pratiques validées scientifiquement, à l'efficacité démontrée. Alors, comment évaluer la validité scientifique d'une pratique avant de prendre sa décision? Malheureusement, il n'existe pas un seul critère qui permettrait de valider à lui tout seul la scientificité d'une méthode. Il y en a de nombreux, et chacun doit être évalué, ce qui rend la tâche difficile. Dans un premier temps, on peut se pencher sur l'analyse du discours théorique sur laquelle repose la pratique étudiée. Le discours utilise-t-il un vocabulaire suffisamment clair, non ambigu, pour ne pas laisser place à son interprétation personnelle? D'autant plus que, paradoxalement, un discours obscur aura tendance à nous donner à tort une impression de vérité profonde, intéressante. Les arguments sont-ils suffisamment précis pour pouvoir être testés expérimentalement? La théorie est-elle suffisamment cohérente pour ne pas faire appel à des concepts inconnus, inobservables, tels des dons ou autres pouvoirs surnaturels? Est-ce que la théorie s'interconnecte facilement avec d'autres connaissances scientifiques établies? Par exemple, la théorie de l'évolution issue des travaux fondateurs de Darwin est très bien connectée avec les connaissances de la théorie génétique de l'hérédité. Est-ce que la théorie a une dynamique progressive depuis son origine? S'est-elle enrichie de l'apport de la communauté des chercheurs et chercheuses? Reprenons la théorie de l'évolution actuelle. Elle est bien plus développée que la seule théorie fondatrice de la sélection naturelle de Darwin publiée en 1859. D'autres scientifiques ont apporté leur pierre à l'édifice théorique, tel Stephen Jay Gould. Ce qui est tout l'inverse d'un dogme qui reste figé sur les thèses de son fondateur ou sa fondatrice. Si cet examen critique de l'ensemble du discours vous conduit à répondre généralement à la négative, alors il y a de fortes chances que vous ayez affaire à une pseudo-science. C'est-à-dire une pratique qui use du vocabulaire scientifique, mais sans avoir ni la rigueur ni la cohérence d'une démarche scientifique. Les prétentions d'efficacité thérapeutique seraient donc peu plausibles, les arguments énoncés non recevables. Autant de raisons de ne pas lui attribuer sa confiance. Mais vous avez des connaissances sur la nature des sciences, et me rétorquerez « Mais monsieur, l'exemple de la découverte des lois de Mendel dans votre dernière vidéo a montré que parfois, dans l'histoire des sciences, un nouveau concept peut émerger sans qu'on ait d'explication théorique claire, précise, décrivant correctement le phénomène étudié. Cela pourrait très bien être le cas dans le domaine des soins psychologiques, qui constitue un domaine en cours d'exploration. Et oui, vous avez tout à fait raison. C'est justement à ce niveau que d'autres critères interviennent. Souvenez-vous. Si Mendel n'avait pas la bonne explication théorique, il avait toutefois apporté des preuves de l'existence d'une hérédité qui se transmet aléatoirement par des facteurs, que l'on nommera plus tard les gènes. C'est pourquoi, dans un second temps, on doit se pencher sur l'évaluation empirique de l'efficacité des pratiques étudiées, critère fondamental en sciences médicales. Car si tout n'a pas encore été expliqué, la médecine s'est dotée d'une méthode fiable, capable de faire le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais alors, comment fait-on en médecine pour investiguer la preuve? Premier écueil, le fameux « ça a marché chez moi » ou la variante « ça a marché chez ma cousine ». Ce n'est pas une preuve. Ce qui marche chez toi ne marchera pas forcément chez ta ou ton camarade. Pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, ça marche voudrait dire que je vais mieux, mais
Comment évaluer que l'on va mieux? C'est quoi aller mieux exactement? Ensuite, chaque individu est unique. Par la combinaison génétique de chacun, la diversité des contextes de vie, il est possible que quelque chose marche réellement chez les uns, mais pas chez les autres. Pour ces deux premières raisons, en recherche clinique, un témoignage n'est pas une preuve recevable. Enfin, un trouble tel que le stress chronique a de causes multiples, à rechercher aussi bien du côté de la vulnérabilité du sujet, génétique, ontologique, que des facteurs de notre environnement, pression du travail, à l'école, conditions de vie à la maison, sentiment de soutien par son entourage. Deuxième écueil, quand on dit « ça marche », comment savoir si c'est vraiment l'effet propre de la thérapie? Autrement dit, c'est quoi une preuve d'efficacité? Lorsque l'on souffre de stress chronique, d'anxiété, être prise en charge par une personne empathique crée un contexte où l'on se sentira écouté, accompagné, en confiance. Associé à cela notre désir que cela fonctionne, il peut se produire un effet dit contextuel ou placebo, c'est-à-dire une sensation d'amélioration, d'atténuation des symptômes et donc d'efficacité. Cependant, cet effet est limité et s'observe sur des troubles légers à rémission spontanée, indépendamment de l'efficacité réelle de la thérapie. Paraphrasons ici Claude Bernard. Comment savoir si c'est la pratique ou la nature qui a guéri? À ce sujet, le professeur en médecine Edzard Ernst, spécialiste de l'évaluation des médecines alternatives, explique que si dans une étude on veut mesurer l'efficacité d'une méthode B, sophrologie, yoga, alors la mettre en œuvre en supplément du soin classique qu'on appellera méthode A, s'apparente à une pseudo-recherche médicale. En effet, comparer les résultats obtenus à un groupe témoin qui pratiquerait uniquement le soin A ne nous permettra pas d'obtenir des résultats exploitables. Si un effet positif est mesuré, comment déterminer s'il est dû à la méthode B ou à un effet placebo dû à un contexte de prise en charge supplémentaire? Ou le seul fait de se sentir davantage considéré nous permet de nous sentir relativement mieux, quelle que soit la méthode employée. C'est pourquoi en médecine, la collecte des données ou des faits passe obligatoirement par des résultats statistiques pour contourner l'écueil numéro 1 et par l'intermédiaire d'un protocole de recherche rigoureux pour ne pas tomber dans la pseudoscience de l'écueil numéro 2. Avec cette approche méthodologique, plus les résultats obtenus reposent sur un échantillon de patients de grande taille, plus l'inférence causale qui en découle sera alors représentative de la population en général, plus la preuve sera solide. Tout en sachant que le 100% d'efficacité n'existe pas. Ainsi, pour aider les cliniciens à prendre des décisions, la Haute Autorité de Santé propose une synthèse des critères d'évaluation des niveaux de preuve et de gradation des recommandations. Ces critères sont souvent représentés sous la forme métaphorique d'une pyramide de la preuve. Le premier point à retenir ici, c'est qu'une méthode scientifique ne suffit pas pour fournir une preuve scientifique d'efficacité. Il faut évaluer sa qualité et la placer dans le niveau de la gradation. Allez, attachez votre ceinture. Cette gradation se fait le long d'un continuum démarrant de l'absence de preuve. Pour les simples témoignages, l'appel au bon sens, la sagesse populaire ou une étude de type pseudo-recherche. Vient ensuite le faible niveau de preuve scientifique, quand les résultats reposent sur une étude d'un cas témoin, des études rétrospectives de faible taille, des études comparatives comportant de nombreux biais. Un faible niveau de preuve permet donc d'indiquer qu'une hypothèse semble renforcée et qu'elle mérite d'aller plus en avant dans son étude. Si la qualité augmente, comme avec des études de cohorte avec un échantillon de grande taille, des études randomisées de faible taille. Les groupes de patients sont répartis aléatoirement entre ceux qui auront le soin testé et le soin placebo. Alors on atteint le grade de présomption scientifique. Nous atteignons un niveau intermédiaire de preuve. Si l'étude est de grande qualité, que ce soit par des rapports d'expertise évaluant l'ensemble des études existantes ou par la publication d'une étude comparative randomisée en double aveugle, en plus de la répartition aléatoire des sujets, ni les patients ni les médecins ne savent qui est dans le groupe contrôle et le groupe test, pour ne pas influencer les mesures récoltées. Et si cette étude se fait sur un grand échantillon et sans biais de méthode, alors on aboutit à un haut niveau de preuve et on atteint le grade preuve scientifique. Enfin, si l'ensemble des études faites sur une question convergent vers la même conclusion, avec un niveau de preuve suffisamment haut pour emporter l'adhésion de la très grande majorité des experts du domaine étudié, alors on aboutit à un consensus scientifique. Grâce à cette hiérarchisation de la preuve, vous pouvez donc analyser les études existantes autour d'une de ces pratiques non médicamenteuses de gestion du stress afin de les positionner dans cette pyramide et d'évaluer l'efficacité de leurs prétentions thérapeutiques et aussi de leur scientificité. Ce qui peut être un bon outil pour orienter votre décision quant à ce qu'il faudrait faire ou pas. Vous voyez, c'est simple finalement. Bon, non, ok, et je suis d'accord avec vous. Le problème avec les méthodes scientifiques,
c'est qu'elles apportent les réponses les plus fiables possibles à des réponses précises, mais cela demande de la rigueur intellectuelle et de l'effort pour les mettre en pratique. D'ailleurs, en parlant de rigueur, petit point de vigilance. Tout d'abord, cette pyramide est une représentation simplifiée d'une méthode d'évaluation complexe. Faisons donc preuve d'humilité en l'utilisant, et donc de prudence quant à nos conclusions. Par exemple, la frontière entre chaque étage de la pyramide n'est pas hermétique, et si on sépare ce qui dans le réel est un continuum. De plus, cette pyramide de la preuve a un domaine de validité restreint essentiellement aux sciences médicales. Ne la transposez pas telle qu'elle à d'autres sciences pour hiérarchiser les preuves. Enfin, que faire s'il n'existe pas d'études, pas de preuves? Une absence de preuves ne permet pas d'affirmer qu'une méthode n'est pas efficace. Cependant, si la méthode est suffisamment ancienne pour avoir eu le temps de produire des études, alors l'absence, ou le faible nombre, d'études de qualité et de preuves, associées à l'évaluation de la scientificité de ce discours, peut constituer de bons indices pour la placer dans la case pseudoscience. D'autant plus quand on sait que les résultats négatifs sont pas ou peu publiés. C'est ce qu'on a appelé l'effet tiroir. Effet qui rend plus difficile l'accès aux informations concernant l'inefficacité et les risques liés à ces pratiques dites douces. Pendant que vous essayez de digérer toutes ces informations, précisons que, pour que ces outils vous permettent de vous guider dans votre jugement critique, il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle et les utiliser avec l'objectif d'améliorer ses connaissances, non pas de renforcer une croyance préalable, qu'elle soit positive ou négative, et accepter de réviser son jugement initial si les preuves le contredisent. Je vous laisse vous entraîner à présent avec les cas à étudier en classe, afin de compléter votre tableau d'analyse des pratiques non médicamenteuses de gestion du stress et de l'anxiété. Mais pour aiguiser votre conscience critique, je me permets une dernière petite réflexion. Vous avez encore un peu de cerveau disponible à me consacrer? Yoga, méditation, relaxation, sophrologie, thérapie cognitivo-comportementale. Qu'elles soient efficaces ou pas, elles ont tout un point commun, qui questionne leurs recommandations insistantes par nos institutions. Vous voyez lequel? Allez, je vous aide un peu. Le coût et la responsabilité de la gestion de l'anxiété reposent pour chacune de ces pratiques uniquement sur la responsabilité de l'individu en situation de mal-être. Pourtant, rappelez-vous, le début de la vidéo, parmi les raisons invoquées pour expliquer cette hausse de l'anxiété chez les jeunes, on trouve des causes systémiques, institutionnelles. Au lieu de se contenter de faire appel à la capacité des individus à être résilients, ne serait-il pas un devoir des institutions de mettre en place les conditions favorables au bien-être de chacun et de chacune?